Jusqu'à maintenant, on n'a jamais décrit ni la lutte, ni l'impact sur la société des gens vivant en situation de handicap, encore moins par la voix de ces acteurs. Futur antérieur dépeint pas assez de militants. Il est une porte ouverte sur les défis actuels ainsi que ceux de demain. Et ils sont très nombreux. Quand je suis arrivé en appartement en 1976, c'était le début d'Habitation Plus. C'est là que j'ai commencé à avoir des services à domicile pour les lever, les coucher. Je n'avais pas des grands besoins à ce moment-là, mais j'avais besoin de ça. Et c'est en même temps que le transport adapté a commencé. Ça nous coûtait, si je me rappelle bien, $1 pour un aller-retour. On prenait le taxi, puis le chauffeur nous transférait dans la voiture taxi avec des fauteuils ordinaires comme de raison. Il ne pouvait pas mettre des fauteuils électriques non plus. Hein. C'est les revendications de l'époque, c'était le logement et le transport adapté. J'ai participé, dans le fond, à un peu l'émancipation des personnes handicapées de l'époque qui prenaient leur place tranquillement. Le début du transport adapté, les droits des personnes à vivre en logement, tout ça. C'était la révolution, là. La révolution, il y avait tellement rien qu'on voulait tout. Alors, au début, il y a eu beaucoup d'initiatives, puis c'était compliqué, c'était enlevant. Puis on a commencé à nuancer ça plus tard, parce que là, à un moment donné, on se faisait dire « Hey, vous autres, les personnes handicapées, c'est bien beau, là, mais là, vous en demandez pas mal. » C'est parce qu'on n'en demande pas, on veut être égal à tout le monde. On est égal avec tout le monde selon les lois. Alors, est-ce qu'on peut l'être pour vrai? Alors, il a fallu qu'on développe des argumentations pour développer, donc, cette approche-là, pour que les gens qui sont là, qui décident, mais qui comprennent sur quelle base ils prennent des décisions. C'était pas pour être gentil, là. L'important, c'est qu'ils reconnaissent qu'il faut que ça bouge, puis qu'on travaille sur des solutions. Non pas axé sur un privilège que je peux avoir, puis que je peux, c'est que le lendemain, l'autre peut m'enlever. Le droit, ça, c'est quelque chose qui est plus solide. Hein? Les tribunaux, ils ne gèrent pas les privilèges, ils gèrent les droits. Hein? Les bons curés du temps, eux autres, ils géraient les privilèges. Puis on a vu ce que ça a donné dans certains cas aussi, là. Les gens qui vivent avec des capacités différentes, des incapacités, ont tendance à décéder plus tôt aussi. Donc la plupart des militants disparaissent. Ce qu'il y a d'important, justement, c'est de passer ce savoir-là et puis l'histoire. Qui fait l'histoire du handicap? Qui l'enseigne? Donc finalement, c'est aux organisations aussi de défense de droits de reconstruire l'histoire de tout ce mouvement-là et de la faire connaître aux jeunes et pour qu'ils connaissent, qu'ils sachent comment faire et puis en quoi ça a été important dans ce qu'ils ont obtenu, puis dans ce qu'ils sont en train de perdre parfois pour pouvoir le garder. On veut rechercher une certaine inclusion. Mais comment veux-tu te démarquer si dans la société d'aujourd'hui, on fait pas partie de leurs problèmes? On se bat pour notre vie, puis leur montrer qu'on veut se faire respecter. Mais eux autres, ils en ont pas grand-chose à foutre, là. Ils mènent leur vie, puis ils ont une certaine petite pensée pour nous, oui. T'sais, ça le touche, ils nous trouvent courageux, puis tout ça. Mais après ça, on n'existe plus, là. Non, c'est ça. Ils ont leur vie à mener, puis ça finit là. Fait que, comment veux-tu changer cette mentalité-là? Il faut redevenir des activistes, c'est tout. Voilà. Si on fait pas ça, on y arrivera pas. Il faut contacter nos députés, contacter tout le monde, là. La politique, c'est ça qui va nous sauver, n'est-ce pas? Fait que pour se rendre après ça aux députés, aux ministres, au premier ministre, c'est là qu'il faut travailler. Parce que moi, ce que j'entends aujourd'hui, là, c'est exactement ce que j'entendais il y a 30, 40 ans. La même maudite affaire. Problème d'accessibilité, problème de transport, c'est encore la même chose. Mais quand est-ce qu'on va décider à les régler? Parce qu'on peut passer la journée ici là, à parler de nos problèmes, là, puis des toilettes, puis de ci, puis de ça. Mais c'est quoi qu'on fait pour régler ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. J'ai travaillé durant 40 ans à Carrefour Adaptation Québec en défense des droits. Mais maintenant, je suis retraité. Mon âge, je vais avoir 78 ans l'été prochain. Toute une jeunesse. Ben moi, j'ai commencé dans les années 69. Parce que, évidemment, par rapport à mon handicap, je voulais travailler. Donc, je m'étais trouvé un travail et j'étais rémunéré 68 $ par semaine. Puis ça m'en coûtait environ 50 pour me faire voyager par taxi. Donc, ça n'avait pas de bon sens. C'est ce qui m'a emmené à l'âge de... Je devais avoir à ce moment-là 29 ans.
à commencer à regarder du côté des associations qui existaient parce que j'avais jamais été approché ni par personne, ni cherché non plus. Finalement, j'ai trouvé Carrefour Adaptation Québec. Malgré que je me tenais pas nécessairement avec les personnes handicapées, j'en connaissais pas du tout. Mais j'ai décidé de m'impliquer justement pour essayer de régler mon problème de transport. C'est là que j'ai mis mes énergies pendant 40 ans, dans la défense des droits, puis dans l'implication au niveau des personnes handicapées. J'ai fait beaucoup d'interventions pour rendre la ville accessible. J'ai fait beaucoup de bénévolat aussi, avec Cap-Vie, avec Centre François Charon, hier de PQ maintenant. Au début, j'ai commencé à jouer au quai. J'étais en fauteuil. C'était pas adapté. Il y avait 5 marches ou 6 marches, en tout cas, à peu près ça. Là. Moi, je m'assoyais à terre, je descendais les marches sur le derrière. Mon mari descendait mon fauteuil. Puis là, on allait jouer au quai. Là, j'ai fait ça 2 ans. Descendre derrière, monter 4 têtes, puis... Là, à un moment donné, dans les finales, il y en a un qui arrive, mon capitaine, il dit « Fais-tu exprès faire des dallos? » Là, c'était fini. J'ai dit « Je vais partir une ligne de quai pour personne handicapée. » Fait que là, j'ai tout fait adapter le centre CSD ici à Limoilou. Je me suis ramassée avec 120 personnes handicapées. C'est du monde. Mais là, je continue, moi, à faire des demandes puis à faire des remarques à la Ville de Québec sur l'accessibilité. Que moi, suite à un accident à 17 ans, je me suis fait couper par une voiture. J'étais un ancien athlète de vélo de montagne. J'avais une vie super mouvementée, puis il n'y a pas grand-chose qui m'arrêtait. Donc, tomber en fauteuil roulant à 17 ans, quand on aime se courir tout partout, c'est un petit peu déstabilisant. Puis là, on se rend compte que finalement, il n'y a pas grand-chose d'accessible. Et aujourd'hui, ben, on veut pousser les limites pour pouvoir justement s'épanouir dans les meilleures conditions possibles. Ma mission principale de Mobilité Québec à ce temps aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser la société par mon biais de groupe de conférenciers, en donnant des conférences là, dans les écoles pour justement montrer c'est quoi notre cause, c'est quoi qu'on vit au quotidien, pour que les gens soient conscients de ce qu'on vit, puis qu'ils soient plus sensibilisés à nous. À l'époque, Carrefour était très proactif aussi. C'était des activistes très forts à l'époque, disons-le. Ce qui fait en sorte que nous avions une seule organisme. Il y avait beaucoup de rencontres sociales. Il y avait beaucoup d'informations qui circulaient. À l'époque, ça se passait de bouche à oreille. Où ça se passait vraiment dans des cafés, rencontres, des parties. C'était régulier. Moi, je fais partie de différentes organismes tels que la Coalition régionale pour la marche mondiale des femmes, parce que le domaine des femmes, c'est ma priorité dans la vie et ce sera jusqu'à la fin. Mon nom, c'est Jonathan Marchand. Je suis président de Coop A6, qui est la coopérative québécoise pour la vie autonome. Nous, ce qu'on dit, c'est d'instaurer un nouveau programme d'assistance personnelle autodirigé au Québec. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est être des citoyens comme tout le monde. On veut pouvoir participer et contribuer à la société. Donc, c'est ça qu'on tente de faire actuellement. On est en négociation avec le gouvernement pour mettre en place un projet pilote. Je m'appelle Kimberly Kistabich, je suis membre du Carrefour depuis 2003, je crois. Je me considère militante pour aider les droits aussi, parce que je veux me consacrer sur la vie en général pour les personnes en chaise roulante. Je suis dans le milieu de la défense des droits des personnes handicapées depuis l'âge de 22 ans. Depuis 2007, je suis sur le conseil d'administration du Carrefour familial des personnes handicapées, un groupe de défense des droits des personnes handicapées. J'ai étudié en anthropologie et ça m'a amené à venir au Québec déjà à partir des années 72. En 77 à peu près, que j'ai décidé de changer de sujet de thèse, de m'impliquer donc principalement dans la ville de Québec, mais j'avais déjà des contacts justement avec des amis dans le milieu du handicap. Je pense que j'ai joué un certain rôle de catalyseur, puis de rassembleur, aussi d'écriture, de conceptualisation. J'ai siégé sur les comités de l'OMS pour, année après année, amener la dimension de l'environnement dans la définition du handicap.
C'est seulement en 1995 qu'on a réussi, et également par une réunion ici au Centre François Charon, donc du comité d'experts de l'OMS, où il y a eu la reconnaissance de l'environnement par la diffusion du modèle social dans le mouvement international. C'est ça. Moi, je suis handicapé de naissance. J'ai toujours été élevé comme si c'était tout à fait normal, là, malgré le handicap, là, avec frères et sœurs, ça allait bien, il n'y avait pas de problème. Je participais à des soirées de personnes handicapées du Carrefour. Là, rendu à 20 ans, il y a quelqu'un qui m'a offert de venir sur le conseil d'administration, puis j'ai dit oui. Je suis allé, j'avais pas d'expérience du tout, mais je connaissais quand même un peu le milieu des personnes handicapées, de ceux de mon âge, tout ça. Puis là, ben, j'ai appris tranquillement là, à voir comment ça fonctionnait, tout ça. À Carrefour Adaptation, j'ai été président 3 fois. J'ai été sur le conseil d'administration pendant quand même un bon bout de temps. C'est sûr que j'aurais aimé tellement être plus efficace, faire avancer les choses encore plus. C'est sûr que j'aurais aimé ça parce que je suis pas un maillon important de la chaîne, je suis un maillon seulement. On fait tout ce qu'on peut, mais il est quand même positif, mon bilan, oui. Oui, même s'il reste plus à faire que de fait. D'abord, il faut se remettre dans le contexte que nous, on était dans les années 70. Donc, toute la province flambait, fait que nous autres, c'était le fun de flamber avec les autres. Comme notre ami Richard Lavigne, directeur de la COFAN, dit nous n'avions rien, nous voulions tout. Tout était possible à notre époque et on avait tellement d'espoir et d'énergie qu'on n'avait pas de limite. Pas d'excuses, pas de limite. Hein? Il y a un beau jeune homme à Montréal, là, c'est son slogan. Ben, nous, c'était ça. Il n'y avait pas d'excuses, il n'y avait pas de limite. Tout était possible. L'État n'est pas là. Donc, ils mettent en place, à partir du communautaire, les services dont ils ont besoin. Donc, il y a toujours une question de motivation personnelle qui accompagne le militantisme. C'est un militantisme orienté par les besoins personnels qui s'étendent au collectif. L'émergence des besoins, la prise de conscience qu'on peut avoir, qu'on peut être répondu aussi en termes de besoins. Et c'est ça qui constitue le premier tissu, finalement, du militantisme. J'ai décidé de m'impliquer justement pour essayer de régler mon problème de transport. J'avais appelé à ce moment-là à la Croix-Rouge pour demander s'ils ne pouvaient pas me dépanner. Puis la réponse que j'ai eue, c'est « ben oui, prenez l'ambulance ». Je me suis dit qu'aller travailler en ambulance, là, c'était peut-être un peu exagéré. Ça fait que j'ai commencé à regarder, puis là, ben, c'est là que j'ai commencé à m'impliquer à Carrefour Adaptation. Quand on prenait un dossier, on le prenait du début à la fin. Mais c'était de l'ouvrage, ça. Ça, là, vous savez pas combien de soirées qu'on a passées en réunion. De la réunionnite, là, on en a fait, là, pour en venir malade. Puis c'était tout le temps, puis il fallait pas lâcher. Mais dans le fond, ce qui nous motivait, c'était nos propres besoins. Puis à ce moment-là, ben on travaillait pour régler les besoins qu'on avait, puis en même temps, ben c'était les besoins de la majorité des personnes handicapées. On a tous les mêmes besoins. L'endroit à Québec où finalement tout se passait, ça s'est appelé le Centre François Charon, c'est un centre de réadaptation, mais à l'époque c'était encore le Centre de réadaptation de Québec. Ça a été développé dans les années 60 comme un centre de réadaptation spécialisé pour les accidentés du travail. À un moment donné, il y a eu une décision gouvernementale de rendre ça accessible à toutes les personnes ayant des personnes handicapées physiques, comme on disait à l'époque. Et dans les années 75, c'est devenu un centre de réadaptation ouvert à toutes les personnes qui avaient des déficiences physiques, quelle qu'en soit l'origine. C'est un centre de réadaptation que les gens fréquentent, mais c'est aussi un milieu que les gens fréquentaient d'un point de vue social. Ça a bien changé maintenant, mais c'était un milieu très vivant. Il faut penser que les gens qui devenaient handicapés dans l'Est du Québec, ils se ramassaient tous ici à Québec. Donc il y avait un foyer là il y avait une population de personnes qui était plus importante que les personnes handicapées de Québec parce que c'était pas accessible ailleurs, puis la réadaptation n'existait pas ailleurs.
le comité d'usagers du centre François Charon, qui a commencé donc en 79, finalement est devenu ce qu'on appelle CAPVICH actuellement, qui est le comité d'action pour les personnes vivant en situation de handicap. Donc j'ai parlé de Carrefour Adaptation. Il y avait aussi l'association de paralysie cérébrale, qui était assez militante. Tout ce monde-là se connaissait, hein, donc c'est un petit milieu qui s'entraide, je dirais, entre organismes. Et on trouve souvent aussi les mêmes personnes dans divers organismes. C'était la première fois que les gens parlaient pour eux-mêmes et s'organisaient, devenaient des militants pour leurs propres bénéfices, pour leurs propres services. Puis c'est ça qui construisait le mouvement. En 1975, il y a un projet de loi sur la protection des personnes handicapées qui est présenté par le gouvernement libéral, qui provoque un certain tollé par l'utilisation justement de ce terme de protection, alors que les personnes disaient on veut pas de protection, on veut avoir des droits. Et ça a suscité une stimulation, je dirais, de militantisme. Donc il y a tout un apprentissage du militantisme de citoyenneté qui se fait pendant ces périodes-là parce que les gens ont pas d'expérience. Donc il y a certaines personnes qui, par leur qualité particulière de bien écrire ou de pouvoir mettre les choses ensemble ou de consulter les autres, vont prendre des rôles de leaders particuliers. Et c'est le cas de Mario Bolduc qui, à l'époque, travaillait au ministère de la Santé et des Services sociaux, qui justement a écrit un des mémoires importants là, dans le cadre des consultations. Il y a eu jonction dans les alliances politiques qui se sont faites contre le projet de loi, donc dans les commissions parlementaires, les manifestations. À Québec, beaucoup à l'Assemblée nationale. Donc il y a eu des manifestations avec les gens avec les casques et puis vraiment là, militants, là, puis avec la police et puis tout ça. Donc assez mouvementé. Déjà, les leaders du groupe se sont reconnus. Et puis là, on a organisé une manifestation qui a été assez spéciale. On était 120 personnes handicapées en fauteuil roulant qui partions du manège militaire, qui se sont rendues jusqu'au Parlement. On a bloqué la Grande Allée. Là, on a pu, évidemment, manifester puis faire entendre notre voix. À partir de ce moment-là, il y a eu des déblocages dans le transport adapté. Il y a eu des occupations de bureaux de députés. Il y a du monde qui sont enchaînés à des grilles. C'était M. Lévesque qui a débloqué beaucoup d'argent pour qu'on ait du transport. Bon, on est allé le rencontrer, puis on avait effectivement bloqué la rue, puis on l'avait brassé pas mal avec ses beaux petits yeux bleus qui nous regardaient. OK, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose cette gang-là parce qu'ils lâcheront pas. J'ai des collègues qui se sont enchaînés à Montréal dans une entrée de métro, qui ont resté là 3 jours enchaînés. Parce qu'ils protestaient parce que les bouches de métro n'étaient pas adaptées. Et puis oui, des manifestations, on en a fait beaucoup. Par exemple, lorsque le ministre Lazure avait fait sa fameuse conférence là, à Drummondville, nous, on a fait une manifestation. Je pense qu'il ne l'oubliera jamais. On a descendu 2 autobus à Drummondville. 2 autobus remplis de monde, de personnes handicapées. Puis quand on est arrivé, évidemment, ça se passait dans un hôtel. Puis là, on s'est mis à chanter dans le hall d'entrée. Travailler, c'est trop dur, mais voler, c'est pas beau. Fait qu'on a commencé à y chanter ça. Là, il a sorti, il était pas de bonne humeur. Il nous a engueulés, on l'a engueulé. Mais ce qui était le plus drôle, c'est qu'on a manifesté toute la journée. Il avait fermé les portes de la salle où elle se donnait la conférence, où était le ministre Lazure. Nous autres, on voulait rentrer. Ça fait qu'on était 2, 3. Puis on essayait d'ouvrir la porte. Finalement, on a réussi à ouvrir la porte, mais là, moi, je t'ai reçu un de ces coups de poing dans l'estomac. Puis j'avais un de mes amis qui était en fauteuil aussi. Lui, ça a été sur les jambes, des coups de pied sur les jambes. Oh non, je pense qu'il nous aimait pas. Il fallait toujours travailler pour essayer de faire améliorer les services. On s'est chargé là, de revendiquer pendant des années certaines manifestations, des représentations, beaucoup de lettres. Il y avait beaucoup de travail.
avec l'architecte de Québec, on a fait adapter la piscine Saint-Roch. On a fait faire des jardins communautaires adaptés. Ça sert pour vraiment des personnes qui n'ont besoin des édifices. Le stade municipal, on a fait adapter le stade municipal. Le Palais Montcalm, c'était des marches. À cette heure, on peut rentrer au Palais Montcalm. Il y a un ascenseur, il n'y en avait pas. Ils ont fait des places en haut. Aussi pour les personnes qui arrivent, un fauteuil s'installe. Et on a tout fait adapter ça aussi. L'hôtel de ville, du stationnement pour rentrer à l'hôtel de ville. Ben, on va défendre nos droits. Bon, je peux y aller, défendre mes droits de taxes. J'ai une maison, moi. Je paye des taxes. C'est pas sur le déneigement. Je vais y aller. Je vais lui dire que le déneigement, c'est mal fait. Toutes des choses comme ça, là. Parce que le déneigement, là, des trottoirs, c'est pourri, là. Même aujourd'hui, là. Ils grattent pas. Ils font les rues principales. 3e avenue, pas de problème. Trottoir, là, pas de bosse, il n'y a rien, c'est le trottoir direct. Mais faites les autres rues. Plein de bosse, c'est pas là. Disons, une des choses que je voulais signaler en particulier, c'est une autre personne qui fait partie de ce groupe-là, c'est tous des amis, Christian Dufour, avec son propre van et son frère, ont démarré donc le premier service de transport adapté à Québec. Donc dans leur sous-sol. Au niveau de la citation de Christian Dufour, quand il dit à partir avec son véhicule personnel, c'est quoi exactement qui s'est passé? Il a fait une demande de projet d'initiative locale. Oui. OK? Ça durait dans ce temps-là, c'était à peu près 6 mois. Puis il a été accepté. Puis avec 2 de ses amis, Robert Turcotte puis Raymond Quitt, qui ont fait les chauffeurs, il a commencé à donner du transport adapté dans Cédric pour les personnes handicapées en fauteuil roulant. Oui. Et puis après, c'est après quand évidemment que nous autres, quand on a goûté à ça, on voulait plus on voulait plus perdre ça. Fait que quand le projet a été fini après 6 mois, c'est là qu'on a fait la manif. Qu'on était une centaine de personnes là, en fauteuil roulant, là, qu'on a bloqué à Grande Allée. Ouais. On s'est rendu au Parlement, on a rencontré le ministre, puis tout ça. Puis c'est là qu'on a fait débloquer de l'argent pour que le transport puisse continuer. Il y a un premier obstacle parce que il n'y avait pas de service de transport adapté à Québec. Le seul service de transport adapté qui existait, c'était à Montréal, qui avait été créé par les frères Forêt, OK? Qui avait été créé en 1974. Et je me suis dit, je vais présenter un projet d'initiative locale. Le projet d'initiative locale, à l'époque, c'était subventionné par le gouvernement fédéral. Et j'ai obtenu des subventions. Ça veut dire, j'ai acheté, ça veut dire, un camion. C'était vraiment, là, vous direz, un besoin. Fait que j'avais engagé 2 personnes. Il y avait des chauffeurs. Il y avait un chiffre de 7 heures du matin jusqu'à 3 heures, ça veut dire de l'après-midi, de 3 heures d'après-midi jusqu'à 11 heures, ça veut dire du soir. Moi, je m'occupais, de l'opérationnalisation du secrétariat des relations publiques, ça veut dire tout ça. Ça a fonctionné durant 6 mois. En tant qu'organisme. Et c'est à ce moment-là, c'est que là, j'ai eu des contacts, avec d'autres personnes, parce qu'on a organisé une marche sur l'Assemblée nationale, OK, avec d'autres personnes, d'autres représentants. En 1976, il y avait toute une période là, d'effervescence au Québec, parce que c'était la fin du régime Bourassa I, OK? La loi sur l'assurance maladie du Québec avait été passée, la régie de l'assurance maladie du Québec avait été passée, ça fait que ça nous donnait déjà beaucoup plus d'outils. Et encore là, ça veut dire, à l'été 76, ça veut dire, il y avait, ça veut dire, la montée du mouvement souverainiste au Québec. Il y avait déjà 6 députés, là, péquistes, ça veut dire, au pouvoir, ça veut dire, avec l'opposition. Il y a un 3e service de transport adapté qui avait été créé, ça veut dire, à Sherbrooke, ça veut dire, avec Gaston Spooner. On a créé, ça veut dire, une corporation indépendante qui s'appelait la Corporation Déplacement Plus. Puis en même temps, ce qu'il y avait dans l'air aussi, c'était le projet de livre blanc sur la loi que toutes les personnes handicapées contestaient, le projet qui avait été présenté par l'Azur à l'époque. Et là, il y a eu comme là ça a changé, OK, parce que
À partir de de l'arrivée du PQ au pouvoir, à ce moment-là, il y a eu la création de la corporation Habitation Plus. Et moi, j'ai été nommé sur le conseil d'administration d'Habitation Plus. Et le mandat était d'assurer l'hébergement des personnes, handicapées, sur le territoire de la région 03, plus le transport assis. Fait qu'à ce moment-là, c'était la mise en place d'une structure, organisée, avec des employés qui étaient bien payés, avec un directeur administratif, avec quelqu'un qui s'occupait, des services directement, avec l'hébergement, les services, à domicile. En tant que personne tétraplégique, mes deux champs, le principal, de revendication, comme l'accessibilité aussi d'ailleurs. C'est Carrefour qui a fait les vignettes de stationnement puis les stationnements réservés. On l'a créé puis on l'a géré puis ça allait bien. Parce que nous, on donnait les vignettes soit aux conducteurs handicapés ou aux parents. Mais ça s'arrêtait là. Mais puis Carrefour fournissait de ses moyens à lui pour faire l'impression des vignettes puis tout ça. Payer la personne, on allait même l'installer dans l'auto. La journée où on a décidé de charger 10 $ pour les vignettes, l'OPHQ nous les a enlevés. À partir du moment où l'Office les ont pris en charge, ils ont mis ça à la SAAC, là. Mais on voulait que ce soit le gouvernement qui prenne en charge les services comme ils prennent pour le reste de la population, avoir un service intégré. Puis ça, c'est pas toujours facile de rentrer ça dans la tête des gens au départ. À Carrefour, on avait un programme, à un moment donné, on allait au PEPS. Ça a duré quelques années. Puis après ça, il y a eu Adaptavie qui a été formé, tout ça. Souvent, quand les choses partent d'un organisme comme ça, ce qu'on voulait, nous, c'est qu'à un moment donné, ça vole de ses propres ailes. Puis c'est ça qui est arrivé aussi. Le groupe TAC, c'est une réalisation au départ qui vient de Carrefour, ça. C'est un atelier de travail qui était dans les locaux de Carrefour quand on était sur la rue des Commissaires. Puis il y avait peut-être une vingtaine de personnes qui travaillaient là. Ils faisaient les dépliants de la plume rouge, je pense que ça s'appelait. Là, on faisait ça. Puis ils faisaient d'autres choses, ils faisaient de la manutention, tout ça. Bon, mais c'est un autre projet, ça, qui vient de Carrefour, qui est devenu l'atelier TAC à un moment donné, qui est maintenant le groupe TAC. Donc, si on se remet dans l'époque, Carrefour était à ce moment-là une association de défense des droits qui était vraiment de qualité. On était au niveau du conseil d'administration que des personnes handicapées. Et il y avait un directeur général qui n'était pas handicapé, lui, mais tout le reste, les personnes étaient handicapées. À travers les années, c'était facile pour nous, de comprendre les besoins. Il y avait des besoins au niveau du transport, oui, mais il y en avait aussi au niveau de l'habitation, il y en avait au niveau du travail et des services à domicile. Même que les services à domicile ont vu le jour en même temps que l'atelier TAC existait. Et ce que Carrefour disait à ce moment-là, c'était on va mettre les services en place pour démontrer à l'État comment il faut faire, puis après, c'est à eux autres de le faire. Mais après, ça devenait leur responsabilité. Et nous, on devenait comme un peu des chiens de garde, là. Parce que nous, on avait une devise, c'est cette voix qui est la nôtre. Hein? On parlait nous-mêmes aux politiciens. C'était nous qui disions ce qu'on voulait dire. Parce que c'est pas vrai que les problèmes sont réglés, là. C'est absolument faux. Les services à domicile, il faut que ça soit augmenté, ça. Le transport, il y a des problèmes. Dans l'habitation, il y a des problèmes. C'est aujourd'hui qu'il faudrait recommencer. C'est à dire à ceux qui nous donnent une demi-heure pour se lever le matin, là, qu'on n'est pas des marathoniens. Puis au transport, là, qui est rendu, moi qui me dis quelle journée je peux sortir, on est loin de l'autonomie, là. Puis ici, bien, au Canada, on travaillait beaucoup avec les différentes provinces, puis tout ça, puis on allait souvent à Ottawa aussi, à la Chambre des communes, puis on a joué vraiment fort, parce qu'on avait des gens qui étaient forts aussi. Alors, il y avait beaucoup de personnes handicapées à ce moment-là qui se sont impliquées, qui étaient des avocats, il y en a qui étaient gestionnaires, il y en a qui... Donc, tout ça, ça nous aidait à avoir du poids.
Parce que les politiciens, c'est la seule façon de les avoir. Puis ça sert à rien de perdre son temps avec les fonctionnaires puis les sous-ministres. Il faut aller directement au but, directement au ministre. Si on avait été plus de gens impliqués, ça aurait été plus facile, la force de frappe aurait été plus grande. Nous autres, on n'a pas de lobbying, on n'est que quelques personnes qui revendiquent pour aux alentours de 300 000 personnes pour tout le Québec. Bien, on avait une émission qui s'appelait « Vivre différemment ». Elle s'est appelée « Vivre différemment », puis elle s'est appelée « Vivre autonome », puis en tout cas, pendant 20 ans, elle a changé une couple de fois de nom. On était rediffusés 7 fois dans la semaine. Fait que moi, pendant les 20 années que j'ai fait ça, avec mon conjoint Jean-Pierre, j'ai rencontré du monde extraordinaire, là. D'une émission à l'autre, on parlait de sujets différents, mais toujours en lien avec les personnes handicapées. Ça nous a aidés aussi, parce que qu'on le veuille ou non, la télévision, c'est un média qui est super efficace. Dans ce temps-là, nous autres, par exemple, nos plus grands amis, c'était les journalistes. On avait des journalistes qui nous connaissaient, on les entretenait, on leur envoyait de la documentation, on les gâtait beaucoup. Fait que quand on faisait quelque chose, ben ils savaient que nous autres, c'était assez spectaculaire. Fait qu'ils venaient tout le temps, parce que sans les journalistes, là, c'est un coup dans l'eau. Ça a été une longue nuit. J'ai pas beaucoup dormi, évidemment, sur le bord du chemin. Jonathan Marchand s'apprête à passer une deuxième nuit devant l'Assemblée nationale. Il exige toujours un entretien avec le premier ministre. Il est prêt à camper sur place le temps qu'il faudra. Ce qu'il réclame, l'assistance personnelle autodirigée, un concept qui lui permettrait de quitter le CHSLD et retourner vivre chez lui. Absolument faux. Tous les changements qu'on a demandé au niveau de la loi, c'est des choses qui ont été faites dans les années 90 ailleurs au Canada. On a 40 ans en arrière. C'est excellent, là. C'est-à-dire, les médias, le politique, c'est vraiment les cibles premières. Hein. Et puis, donc c'est difficile de les faire bouger pour les personnes en situation de handicap. Au niveau des médias, c'est rare d'avoir une audience et puis une visibilité comme ça. Là. En tout cas, on va regarder. Il y a beaucoup de personnes handicapées qui ont peur de parler parce qu'ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont. Hein, quand tu reçois du soutien à domicile, par exemple, ça fonctionne pas, puis là, tu as des problèmes, mais souvent les gens, ils se taisent, ils veulent pas médiatiser, ils veulent pas en parler, parce qu'ils ont peur d'avoir des coupures, d'avoir des répercussions de la part des CIS et des CIUS. Donc, il y a tout cet angle-là aussi. Il y a une minorité de personnes handicapées qui sont prêtes à aller devant les médias, de faire des actions, parce que justement, il y a cette peur-là. Je lutte depuis des années pour la reconnaissance de l'humanité, de l'existence des personnes handicapées au Québec. Donc, nous, ici, en dernier recours, parce que j'ai essayé toutes les instances gouvernementales. J'ai fait du lobbyisme pendant des années avec le gouvernement. Ça a donné très peu de résultats. Donc, moi et mon gars, on a décidé de s'engager dans l'action directe non violente pour se faire entendre. Puis, à date, c'est quand même un succès. On a l'écoute du gouvernement, finalement. Comme le gouvernement a mis en place des processus de concertation avec les organes officiels, avec une certaine institutionnalisation du handicap, donc les grands organismes comme la COFAN, la CRIF et tout ça, ces gens-là sont rentrés dans des mécanismes de consultation qui prennent beaucoup de temps. Hein, c'est très long de faire évoluer des choses, de faire avancer des dossiers, mais en même temps, pendant qu'on siège sur un comité d'experts ou sur un conseil, on a les mains liées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revendiquer, parce que la revendication, elle est gérée par le canal administratif.
Et donc, on ne peut pas aller à la fois du côté politique, puis être dans la machine qui est en train de faire la politique. Et de ce point de vue-là, ça amène à museler un petit peu les organisations. C'était lui notre force. Si on décidait de faire une action, on avait toujours notre groupe pour nous appuyer. Mais ça, il faut le bâtir, ce groupe-là. Il faut leur offrir quelque chose, il faut leur donner quelque chose qui est le fun. Pas toujours des études puis des histoires de lire des lois puis des règlements dont on ne se servira jamais, oui. Bâtir votre groupe qui fait la force, c'est intéressant. Mais pour nous autres, les jeunes d'aujourd'hui, bâtir un groupe d'handicapés, c'est pas valorisant pour nous autres. Quand on se ramasse avec plein de personnes handicapées, c'est comme si on était dans un groupe exclu puis on fait plus partie de la société. C'est pas... ça nous représente pas. Nous, ce qu'on veut, c'est être dans un groupe de la société sur deux pattes. Ça, c'est notre force, puis on est heureux, on se sent inclusif. Pour moi, ce qui est important, c'est le soutien de mes pères. Hein, parce que moi, ça fait longtemps que je serais décédé si je n'avais pas rencontré d'autres personnes handicapées de d'autres endroits dans le monde qui m'ont montré que c'était possible de vivre, par exemple, avec un respirateur artificiel, même si c'est un handicap sévère, tu as besoin d'assistance 24 heures sur 24, tu dois avoir une vie normale comme tout le monde. Au Québec, ça, c'est quelque chose qui est à développer, hein, de se soutenir entre nous. Mais à un moment donné, tu peux te retrouver dans une situation où, quand t'en as plus de soutien, puis t'en as plus de choix, là, t'as pas le choix d'aller en institution. Et c'est là que ça devient très tragique. On n'a pas accès à l'éducation populaire parce que les lieux des organismes de personnes pas handicapées, c'est pas accessible. On désaccessibilise des lieux, certains lieux. Oui, parce qu'ils ne sont pas obligés de le garder accessible. Donc, un nouveau propriétaire achète un resto, il enlève la rampe d'accès, puis ça c'est plus accessible. Pour avoir un sentiment d'appartenance, il faut que tu aies accès à cette information-là, accès aux autres femmes, avoir une communication, créer des liens de confiance pour avoir le goût de participer. Et ça, présentement, c'est là le problème. Puis c'est toujours la même chose, c'est toujours relié à l'inaccessibilité physique des lieux. Moi, je viens pas de la ville, justement. Je viens d'un village autochtone. Mon père m'a appris à parler beaucoup. Parce que moi, je suis une personne gênée, puis j'ai appris. Mais j'ai compris pourquoi il y avait raison de parler. Comme dans nos villages, il n'y a pas d'accessibilité assez pour nous. Comme je viens de la Côte-Nord aussi. Dans les dépanneurs, il n'y a pas de rampe. Parce qu'on n'a pas d'épicerie, mais on a plus de dépanneurs. Puis, il n'y a pas de rampe. Mais il y en avait quand j'étais plus jeune, mais ils les ont enlevés, je ne sais même pas pourquoi. Peut-être parce qu'on est minoritaire, côté autochtone, handicapé. Ça doit devenir un droit d'avoir des lieux accessibles, de vivre chez soi, d'avoir des services pour rester dans la communauté. C'est vraiment ça la clé, c'est de faire respecter nos droits et libertés. Puis ça fait en sorte qu'on serait beaucoup plus nombreux, on serait plus visible, on pourrait participer, contribuer à la société comme tout le monde. Donc, d'avoir des services d'assistance personnelle et tout ce qu'il faut pour vivre dans la communauté, que ce soit au niveau du transport, de l'habitation, les aides techniques, etc. Tout ça, c'est extrêmement important. Puis ça, c'est quelque chose qui doit être mis en place. Puis ça, on peut y arriver, mais avec une réforme de notre système de soutien pour les personnes handicapées. Les résultats qu'on a, c'est des histoires d'horreur qui finissent dans les médias, sur les CHSLD, sur les proches aidants, sur les personnes âgées. Puis regardez, il faut que ça arrête à un moment donné. C'est complètement absurde ce qu'on fait en ce moment. On respecte même pas nos valeurs de société. Donc, c'est vraiment ça l'avenir, c'est une réforme de notre système de soutien pour qu'on puisse être des citoyens comme tout le monde. Il faut qu'on aille notre pleine citoyenneté, comme tous les autres Québécois. Effectivement. On n'a pas de loi. On n'avait pas de loi à venir jusqu'à il n'y a pas longtemps là, sur l'accessibilité, ce qui fait que n'importe qui peut faire n'importe quoi. C'est une chose, c'est une réalité. C'est très désolant. Pour
pour qu'on ait une reconnaissance de nos droits et libertés, il faut qu'on se prenne en main. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Il faut mettre de l'avant des solutions et se représenter nous autres-mêmes. Écoutez-nous. Hein, les experts de nos besoins, c'est nous autres. Le logement a toujours été un problème pour les personnes handicapées. Moi, je suis privilégiée d'habiter dans un immeuble qui est accessible puis avec un appartement adapté, puis dans un quartier que j'aime, mais tu sais, je sais que je suis dans les très rares à Québec d'avoir un logement comme ça. Je pense que tous les organismes devraient travailler ensemble pour des causes communes parce qu'on a tous les mêmes objectifs. Qu'est-ce qu'on veut? L'équité. On veut l'équité. On l'a pas, l'équité. On l'a pas. C'est ça qu'on veut, l'équité. On est en train de perdre des petits acquis qu'on avait. Alors, faut vraiment être vigilant. Je pense qu'il va falloir unir nos forces pour travailler toutes dans le même sens, parce qu'on verra jamais le bout, là, tu sais. Ça, en tout cas, c'est ce que je crois. Et ça va être un effort quand même important. Et pas juste dans le milieu des personnes handicapées, mais aller chercher les gens des autres milieux aussi, des autres organismes communautaires, pour qu'ils prennent conscience de nos besoins, puis qu'ils travaillent dans le même sens aussi. Moi, je pense qu'il faut utiliser la technologie pour justement se regrouper puis avoir des liens ensemble, puis sensibiliser parallèlement la société à notre réalité. C'est nous, les organismes, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde ici, parce que c'est nous les membres des organismes. Fait que si on ne s'implique plus auprès de nos propres organismes, ben ils vont mourir de leur belle mort, tu sais. Les femmes vivant une situation de handicap, nous sommes complètement absentes, oubliées, sans voix. Les femmes sont de plus en plus appauvries, isolées, épuisées par le manque de reconnaissance pour leur contribution sociale. De construire un autre monde où l'exploitation, l'oppression, l'intolérance, l'exclusion n'existent plus, où l'intégrité, la diversité des droits, des libertés pour tous et toutes sont respectées. Nos valeurs, l'égalité, la liberté, la solidarité, la justice et la paix. Résistons pour vivre, marchons pour transformer. Mais il y a des nouveaux organismes qui sont plus radicaux, puis qui ont du mal à être reconnus par les organisations institutionnalisées, parce qu'ils viennent les pousser puis les critiquer finalement, parce qu'ils font partie de la machine. Ça prend des leaders. Puis on a autant besoin actuellement au niveau des jeunes, de jeunes leaders, des porte-paroles, des personnes qui s'engagent au niveau politique. Il y en a quelques-uns, mais les changements se font à partir d'individus. Parce que les gens vont sûrement avoir peur des représailles. Tu sais, si, admettons, on veut faire à nouveau une manifestation sur le transport adapté, puis ça a été dans les questionnements qu'on a eus l'automne dernier, en tout cas que moi j'ai entendu parler. Ouais, mais là, si je vais à la manifestation, je vais-tu perdre mon transport adapté? Ça va falloir rassurer les gens, leur montrer le positif de vouloir manifester puis de défendre nos droits, mais de ne pas avoir peur de défendre nos droits. Il y a 600 millions qui ont été investis pour des pavillons alternatifs. Puis ça aurait fait des miracles pour le chèque emploi service, par exemple, le soutien à domicile. Tu sais, on va faire les deux. On va investir à domicile, puis inévitablement, il faut s'occuper de la population la plus vulnérable en fin de vie qui ont des difficultés. Un citoyen, comme tout le monde. Moi, ce que je veux, c'est qu'on respecte les droits et les libertés, c'est tout. Arrêtez de nous étiqueter comme des vulnérables, des malades. C'est pas ça qu'on est. On est des personnes comme tout le monde. On n'est pas des patients. On n'est pas des objets qu'on entrepose dans des CHSLD. Ça prend du monde qui sont vraiment engagés, qui sont prêts à se battre pour gagner ce qu'ils veulent avoir. C'est pas juste d'écrire ces médias sociaux, je pense pas, là. Il faut s'impliquer, il faut s'intégrer. Quand il va y avoir 4 ou 5 personnes qui vont se présenter en même temps pour être soit échevin de la ville ou député au gouvernement provincial ou fédéral,
il va y avoir quelque chose qui va s'être passé. Puis j'ai hâte que ça arrive. Il va falloir que les gens revendiquent parce que sinon, ça va toujours être au compte-gouttes qu'ils vont avoir les choses. Dans les années 80, oui, on est sorti dans la rue. On avait des droits à revendiquer qu'on n'avait pas du tout à l'époque. On a eu des promesses, on a eu l'Office des personnes handicapées qui a été mis là pour nous aider, etc. Et on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été données au compte-gouttes et il reste encore un droit fondamental, c'est de rester où on veut et d'exercer la vie comme on a le droit de le faire, comme tout le monde. Et de cette façon-là, à cause des budgets, à cause de toutes les raisons, là c'est à cause de pandémie, c'est à cause de n'importe quoi, mais de trouver les gens pour nous donner des services ou avoir ce qu'on veut vraiment, là c'est toujours quelque chose qui est exagéré, qu'on ne devrait pas avoir. C'est toujours versé au compte-gouttes, comme je disais tantôt, et de cette façon-là, ça évolue pas. Puis le fait de retourner dans la rue, c'est pour faire évoluer les choses, peut-être une fois pour toutes, ou avoir un certain avancé pour avoir des services de qualité. On dirait qu'ils veulent tous nous envoyer dans les institutions parce qu'on coûte trop cher, mais en fait, on coûte le même prix qu'à peu près tout le monde. Quelqu'un qui a besoin de services, qui est en institution, il va avoir des services. Et nous autres, on aimerait les avoir ailleurs. On veut les avoir dans notre milieu de vie. Notre milieu de vie, c'est notre appartement, c'est chez nous. On a besoin du transport adapté, on a besoin des ressources qui vont autour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans la rue. C'est une lutte de solidarité, oui, parce que les prochaines générations vont être poussées à faire des choix. Puis je le vois même des gens qui ont 30 ans, 40 ans, qui sont poussés vers l'institution. Il y a plusieurs personnes handicapées qui se sont suicidées à cause qu'ils ne voulaient pas être enfermés en dedans. Donc ça, c'est complètement inhumain, c'est pas nécessaire. On doit laisser personne de côté. Tout le monde en vaut la peine. Il n'y en a pas de citoyens inutiles. Je pense que le mot activiste, à mon sens, il est très actuel, puis il faut vraiment leur mettre au premier rang, parce que le fait qu'on prend pour acquis que les organismes font à notre place, mais non, c'est parce que nous sommes, c'est nous. Dans les années 70, puis elle le disait elle-même d'une autre façon, tout était en commun. On travaillait pour le bien commun de tout le monde. Tandis que, comme je le répète, on est tellement dans un monde individualiste que là, de réunir tout le monde pour la même cause, c'est beaucoup plus difficile. C'est vrai qu'à l'époque, on se rencontrait dans des contextes plus sociaux, ce qui fait en sorte qu'on créait des liens. Puis en créant des liens d'appartenance, bien là, tu as le goût de revendiquer pour la même chose. C'est peut-être un petit peu ça qu'on a oublié de faire. Parce que comme individu, même si tu es handicapé puis en fauteuil roulant, tu peux vivre toute ta vie indépendant de toutes les personnes handicapées. Tu as tout ce qu'il faut pour ça. Sauf que quand on parle des jeunes puis de la mobilisation, les jeunes disent « Oui, mais nous autres, aujourd'hui, c'est individuel. » Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais d'abord? Qu'est-ce que tu vas faire? Changer les choses? Rien. C'est quoi le but, hein? C'est pas d'être militant, c'est d'avoir une vie ordinaire. Donc, la plupart du temps, les jeunes n'ont pas le goût d'être dans le militantisme. Déjà, à la base, quand on n'est pas capable de se mobiliser pour prendre action, faire des actions, quand vient le temps d'intéresser les jeunes, au pelaille, des jeunes personnes handicapées, là, c'est encore une autre marche de plus qui est très difficile parce que les jeunes, on a de la misère à les rejoindre, on a de la misère à les sensibiliser, les conscientiser par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui. C'est tout ça qui amène à rendre la mobilisation du mouvement des personnes handicapées plus difficile, je trouve, aujourd'hui que dans le temps. Comme ils ont, on va dire, un semblant là, d'accessibilité, un semblant de tout ça, qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ont été améliorées, il y en a beaucoup qui se contentent de prendre ce qu'ils ont et de peu revendiquer, mais il y en a toujours qui revendiquent, puis tant mieux, ça en prend pour faire évoluer la société. Mais je trouve que les jeunes ne s'investissent pas assez. C'est... je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a tellement de besoins, il y a tellement de demandes. Il y a des organismes là, qui en font des demandes à TV, qui veulent avoir des bénévoles. Là. J'ai été bénévole
J'ai commencé en 85, là on est rendu en 2020, puis je continue, puis il y a de la place. On revendiquait très fortement, puis d'une façon assez plus radicale. Aujourd'hui, on est peut-être trop souple, on prend pour acquis, on prend trop les choses pour acquis. On a arrêté de faire de la sensibilisation, on a arrêté de faire de l'éducation, on a arrêté de rencontrer l'autre partie de la société. Ben c'est ça. Ce qui fait qu'on s'est comme refermé sur nous-mêmes. Le manque d'activisme fait en sorte qu'on est trop éparpillé, puis on a moins de force de groupe. Il faut revenir à un discours radical qui peut-être menace les structures de représentation du handicap, qui doivent les renouveler d'une autre manière. Je pense qu'au Québec, on est trop gentils, parce qu'on n'est pas beaucoup de personnes handicapées qui vivent dans la communauté. Il y en a très peu au Québec, avec des personnes qui ont un handicap physique de 1 à 65 ans, il y a environ 5000 personnes sur 8 millions. C'est très peu. Donc, il faudrait vraiment se concentrer sur des actions qui ont une certaine portée, qui vont jaser, qui vont avoir des couvertures médiatiques. Puis c'est comme ça qu'on va arriver à des vrais changements. Puis c'est important de se soutenir entre nous. Le concept clé au niveau du mouvement, là, je pense que c'est l'engagement. Quel que soit ton champ, ça veut dire d'activité, à partir du moment donné où tu fais partie, ça veut dire d'une association, ou d'un regroupement, ça veut dire ou d'un groupe, ça, quel que soit le domaine là, du mouvement féministe, que ce soit au niveau du mouvement syndical, c'est-à-dire au niveau du mouvement politique et au niveau du mouvement des personnes ayant des limitations fonctionnelles, là, ça veut dire c'est l'engagement. Tu fais pas partie, ça veut dire d'une association là, à quelque niveau, ça veut dire que ce soit comme membre ou comme membre du conseil d'administration ou comme sympathisant, ça veut dire qu'il faut que tu sois engagé. Tu n'es pas là pour la parure. Si tu t'engages, c'est parce que tu vis dans un monde qui n'est comme pas fait pour toi. Là. C'est sûr que le monde change parce que toi, tu veux le faire changer, parce que nous voulons le faire changer, parce qu'on mène un combat, parce qu'il faut être combatif, il faut être courageux, il faut être déterminé, il faut être persévérant, il faut voir au-delà de ce que c'est, il faut que tu sois en mode solution. Le problème qu'on a actuellement, c'est pas un problème de droit, c'est un problème d'application des droits. On réalise, je pense qu'aujourd'hui, que le fait que le militantisme est beaucoup plus atténué pour toutes sortes de raisons, mais on perd des acquis beaucoup. Tu sais, les femmes perdent beaucoup d'acquis, les personnes handicapées, hommes-femmes, perdent beaucoup d'acquis aussi. Alors, c'est le temps là, de dire, écoute, il faut se tenir les coudes, puis juste se donner, de saluer par les coudes maintenant. Là. Alors, il faut vraiment être solidaire. Ça, moi, je veux de l'aide à vivre. Je l'ai demandé il y a 10 ans à la commission sur Mourir dans la dignité. Puis je disais à ce moment-là que je veux vivre dans la dignité. Dans la première année qu'il y a eu l'aide à mourir, il y a 2 personnes qui ont dit que s'il y avait eu plus d'aide, de services, etc., ils ne seraient pas passés dans le tordeur. Ils ne seraient pas allés vers cette option-là. Donc, je demande qu'on soit prudent là-dessus parce que j'ai vraiment pas envie que ce soit rendu une panacée, l'aide à mourir. Si tu as besoin d'assistance pour travailler, pour avoir une vie familiale normale, pour avoir une vie sociale normale, ben oublie ça. C'est juste des services pour te maintenir en vie, ce qu'on t'offre. Donc, de ce côté-là, il y a énormément de travail à faire. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment pousser pour qu'il y ait des services, qu'il y ait du soutien dans la communauté pour que tous les Québécois puissent vivre chez eux. Je me sens utile. Comment que je suis en fauteuil, je me sens utile.
Puis je me sens aimée aussi, parce qu'il y en a comme ça, là, que moi, avec ma ligne de quilles, que j'avais 120 personnes, là, Ramonde, là, c'est pas une petite Ramonde, là. Hey, Ramonde, hey, elle fait ça, Ramonde fait ça, hey, Ramonde. Tu sais, ça fait bien, ça fait du bien au cœur, là, puis j'aime bien ça. Puis je continue. Le militantisme, il vient d'individus, il vient d'organisations locales, de coalitions nationales et de perspectives internationales. Tout est lié, en fait, et c'est ça qui fait le changement. C'est pas juste un niveau d'action, c'est les conjonctures entre plusieurs niveaux du système de représentation puis de système politique. Puis le militantisme, il faut apprendre à être militant. Chaque petite chose qui peut être faite, qui peut aider à une personne ou deux, ça va toujours être bon. Ils ont quelque chose en tête, ils veulent améliorer quelque chose, qui foncent, qui se réunissent, qui se mettent en gang. The sky is the limit. C'est ça. Il faut travailler pour faire sortir les choses. Il y a toujours plein d'options qui s'offrent à nous. Si vous rêvez à quelque chose, rêvez-y puis agissez de la façon pour pouvoir le réaliser. Ce qui a été fait dans le passé, c'est vraiment des exemples à suivre. Ça nous démontre aussi qu'est-ce qui est possible quand on se prend en main. Puis ça peut être applicable aujourd'hui aussi, même si la société a changé un peu. Mais le principe de base reste le même. Il faut se regrouper, se représenter nous autres mêmes, revendiquer pour en arriver à des changements. Ça, habituellement, ça se fait pas en quelques mois, en quelques semaines. C'est un travail de longue haleine, mais c'est absolument nécessaire qu'on poursuive le travail. Ben, moi, vois-tu, je ressentais depuis un certain temps une espèce d'essoufflement dans mon activisme et tout ça. Puis je te dirais que de ce que j'entends depuis un mois, avec le documentaire, ça a comme rallumé chez nous une flamme qui était peut-être sur le bric-à-bras. Tu sais, puis je trouve ça inspirant, puis j'ai envie de travailler avec d'autres organismes, avec d'autres personnes, dont Vincent, tu sais, je me dis, d'autres jeunes, puis ce que j'ai entendu des personnes plus âgées qui ont été militants à une autre époque, ben moi, ça m'inspire beaucoup, puis j'ai appris beaucoup de ces gens-là. Ce qu'on prend conscience, nous les jeunes, c'est que ils ont parti de quoi de solide, mais qui n'a pas été appliqué à la lettre et poursuivi dans le futur. Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a comme eu un laisser-aller de ce côté-là. Et je crois que ce qui nous inspire dans tout ça, nous, c'est de voir que dans le passé, ils ont réussi à établir quelque chose de bien, puis qui est fonctionnel. Mais qu'en date d'aujourd'hui, on se bat encore pour cette cause-là qui n'est pas encore respectée. Donc, nous, ça nous inspire à vouloir poursuivre ce qu'ils ont commencé, puis prendre les bonnes actions pour que ça se concrétise. Là. L'opportunité de pouvoir faire une différence dans la société, ben, c'est quelque chose qu'on aimerait se faire valoir d'ici 20 ans. T'sais, qu'on en parle puis qu'on dit Vincent Tremblay, il a fait comme Christian, il a fait là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que la jeune génération dont je fais partie, il faut qu'on reprenne un peu le pouvoir sur nos droits puis sur nos actions, parce que on voit qu'il y a un laisser-aller, puis je pense qu'il faut se remobiliser pour faire changer les choses, se faire plus voir et faire plus respecter nos voix, nos droits, que peut-être les gens prennent pour acquis dans la société d'aujourd'hui. J'étais très jeune et je trouvais ça admirable d'avoir des modèles de femmes et d'hommes qui étaient adultes, qui étaient capables de fonctionner, qui étaient autonomes. Et j'ai toujours eu des amis un peu plus âgés que moi parce qu'il y avait des voitures, puis ils travaillaient, puis c'était des modèles importants pour moi. Bon, malheureusement, il y en a plusieurs qui nous ont quittés, mais c'est ces femmes-là et ces hommes-là qui fait en sorte que
Eux, ils étaient plus sensibilisés, étaient conscients de l'inaccessibilité, de toutes les problématiques que les personnes handicapées vivaient. On était jeunes, on avait de l'énergie, puis on voulait être avec tout le monde. Fait qu'on a l'expression défoncer beaucoup de portes, on a monté beaucoup de montagnes, puis on lâchait pas. On était très, très tenaces. Actuellement, on en est au stade où on est en gros recul avec les politiques d'austérité. Le militantisme, c'est pas juste construire des choses, c'est aussi être vigilant pour que ce qui a été construit se maintienne et continue à répondre aux réalités actuelles, contemporaines. Je pense que les plus âgés ont démontré qu'on n'avait pas besoin d'être beaucoup, qui se prenaient des leaders, puis se prenaient beaucoup de gens qui soutiennent, là, mais... Je pense que c'est le temps de se réunir à nouveau. Et de créer la relève. Notre vision n'incite pas à rester passif. Celles et ceux qui auront à batailler à leur tour pour la pleine inclusion auront beaucoup à faire ou à améliorer pour lutter contre la violence conjugale, pour la santé sexuelle, le revenu de base, le transport, l'accessibilité au commerce, l'éducation, la fierté de la diversité. C'est notre histoire. Ce sont nos luttes.